mesdames, messieurs, j'ai besoin du micro là ou vous m'entendez? Je m'appelle Hervé Monroe, je suis médecin, je suis conseiller général du canton de Pouilly-sur-Loire. Et donc j'ai décidé de faire comme Colette Mongia, ma collègue, de parler sans micro. J'ai eu peur. Non, moi j'aime bien Colette. Colette Mongia, qui est un conseiller général important, qui a une voix qui porte plus que la mienne, mais enfin je vais faire un effort. Donc je remercie le Petit Journal d'être là. Il m'a dit non, c'est pas vrai, je ne suis pas le Petit Journal, mais je crois pas. Ne fais pas fuir certaines personnes, ça va être compliqué. Donc je suis très heureux de vous accueillir à Pouilly. Pouilly qui a été très très longtemps et qui est toujours un petit village gaulois qui est resté ancré à droite depuis très longtemps. Mon père a été maire de Pouilly pendant assez longtemps et conseiller général. Il était gaulliste, lui, il était plutôt RPR, mais sans être pour autant un apparatchik. Néanmoins, depuis, lui, le Pouilly est resté plutôt ancré à droite. Il avait des idées de démocrate, pas spécialement chrétien, puisqu'il était athée, mais démocrate quand même. Malheureusement, dans la Nièvre, j'ai continué à suivre ses idées, c'est-à-dire que je suis plutôt resté à droite, ce qui est très mauvais pour la carrière politique. Dans la Nièvre. Et je commence comme ça parce que vous avez devant vous un candidat qui n'a pas toujours été heureux, mais qui continue de se battre avec la même idée, les mêmes idées et la même couleur. Donc si vous êtes là, c'est peut-être pas forcément uniquement pour l'enfoncer, mais pour l'écouter. Donc il nous a demandé à un certain nombre d'entre nous qui sommes de profession médicale ou paramédicale de venir parce qu'il avait envie de parler de ces problèmes, qui aujourd'hui, je vais le dire tout de suite comme ça après je me tairai, qui aujourd'hui plombe un petit peu tout le système de santé français, et ça n'est pas dû au dernier quinquennat, ni même aux deux derniers, ni même au... Ça a commencé avec Giscard d'Estaing, cette non-prise de conscience de ce qui allait se passer, et j'en veux à Giscard. À l'époque, j'avais écrit d'ailleurs un article qui avait fait beaucoup de bruit en Belgique. C'est vrai. Et les Belges avaient trouvé qu'il y avait un gars en France qui n'était pas con, c'était moi, de dire ça à l'époque. En France, ça n'a eu aucun impact. Mais si je le ressortais, et je ne sais pas si je l'ai encore, il est toujours d'actualité. J'avais appelé ça, la médecine libérale est morte, vive la médecine libérale. Aujourd'hui, la médecine libérale va mourir. Je ne dirais pas vive la médecine libérale aujourd'hui, je dirais il faut passer à autre chose. Donc vous poserez les questions, j'espère, à Jean-Luc, et il se reportera sur, si jamais il lui manque quelques éléments, pas beaucoup, parce que l'agriculture, la médecine, c'est un peu pareil. On essaiera de répondre à vos questions. Encore une fois, bienvenue à Pouilly-sur-Loire. Revenez en dehors des élections pour voir la tour du Pouilly fumée, pour voir le pavillon du Milieu de Loire, pour voir la Loire, le sable et goûter le vin, avec modération, mais on sera heureux de vous accueillir. Bien, merci Hervé. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps pour venir échanger, discuter sur un sujet qui préoccupe beaucoup de Français et donc beaucoup de Nivernais, à savoir l'avenir de la santé dans nos territoires ruraux. Permettez-moi également de remercier Jean-Jacques Lété, maire de Pouilly, et son conseil municipal, qui nous ont mis à disposition cette salle. Alors vous allez me dire que c'est une formule consacrée qu'on utilise à chaque fois qu'on utilise une salle. C'est un petit peu vrai, mais si j'insiste un petit peu sur ce point-là, c'est parce que dans cette période de campagne électorale, il y a certaines villes autour de Nevers qui ont un taux de remplissage de leur salle municipale exceptionnellement élevé. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations à la Nièvre, mais je peux vous dire que c'est quelquefois le parcours du combattant pour trouver une salle, pour organiser une réunion. Et ce qui me choque un petit peu, c'est que ces mairies sont tenues par des femmes ou des hommes qui nous font de grands discours sur la démocratie et l'exercice de celle-ci,
mais qui ont souvent bien du mal à appliquer leur discours au quotidien. Et je tenais vraiment à le souligner et remercier les gens de Pouilly, les élus de Pouilly pour cette mise à disposition. Je salue la présence parmi nous ce soir et je les en remercie de mes collègues conseillers généraux, la présidente, votre présidente du groupe d'opposition, grand groupe d'opposition au sein de l'Assemblée départementale. Je salue le patron de l'UMP qui est là, qui commence à avoir des cernes. Ça fait longtemps que la campagne ça avec Jacques. Ou alors il faut être dopé, mais puisqu'on va parler de la santé ce soir, j'imagine qu'on pourra, dans 18, parce que c'est 17 ce Castelnau. Oui, mais 18 ans, on dépose déjà. D'accord, c'est vrai. Donc, merci également à la présidente de l'Ordre des dentistes qui nous fait l'amabilité d'être présente ce soir. Je vois quelques têtes connues également qui exercent dans le milieu de la santé, et en tout cas, je vous en remercie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que vous savez que je souhaite que cette réunion, qui est la première réunion thématique que j'organise, soit un moment d'échange. Je ne suis pas là pour vous dire, comment Hervé tout à l'heure vous disait que son père était athée, moi je ne suis pas là pour vous dire la messe non plus, je suis là simplement pour que nous échangions sur un problème qui nous préoccupe tous, à savoir la santé sur nos territoires ruraux. Mais avant cela, je voudrais me présenter à vous très rapidement et vous expliquer les raisons de mon engagement dans cette campagne électorale. Alors qui suis-je? Eh bien, j'ai 48 ans, je suis agriculteur, j'ai 2 grands garçons, un qui a 24 ans et qui a fait une partie de ses études supérieures à l'extérieur du département et qui maintenant travaille en région parisienne. Si je vous dis ça, c'est parce que j'imagine qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure au biais des différentes questions. Quant au plus jeune, eh bien lui, il est en train de passer son bac agricole et il devrait prendre la suite au sein de l'exploitation familiale. Et comme vous savez que l'agriculture n'est pas quelque chose de délocalisable, on peut espérer que ce jeune-là au moins restera dans le département. J'habite Saint-Benoît-d'Azy, où je suis conseiller municipal depuis 2001, et j'ai été élu conseiller général en 2008 sur ce même canton de Saint-Benoît-d'Azy. Canton de Saint-Benoît-d'Azy qui présente la particularité, ou qui présentait la particularité d'être à gauche depuis 1964. 1964, c'est la date à partir de laquelle ce département a été dirigé par un élu socialiste, ou devrais-je dire par le Parti socialiste. Tant il est difficile de faire la différence entre les hommes qui dirigent ce département et le mouvement auquel ils appartiennent. Pourquoi je vous explique ça? Tout simplement pour vous dire que ce canton de Saint-Benoît-d'Azy, qui était à gauche depuis 1964, démontre que dans la Nièvre, même si le combat est difficile, même s'il est ardu, rien n'est impossible, rien n'est jamais définitif. C'est vrai dans la vie, c'est vrai aussi en politique. Et même si certains me disent que ce combat est perdu d'avance, ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Au contraire, il faut faire preuve d'un peu plus d'engagement, un peu plus de volonté, un peu plus de courage. Et ce qu'on a pu réaliser les uns et les autres sur nos cantons, on doit être capable de le réaliser à l'échelle d'une circonscription que l'on connaît peu ou mal, puisque le nouveau découpage nous donne une élection législative qui sera, je pense, inédite, dans le sens où le territoire est différent des autres années. Alors, si je m'engage aussi dans ce combat, c'est tout simplement parce que, mi-Vernet de naissance, vivant dans la Nièvre et y travaillant, je ne supporte plus. Je ne supporte plus de voir ce département évoluer ainsi. Je vais vous citer 3 exemples, qui ne sont pas des exemples made in droite nivernaise. Ce sont des exemples que j'ai pris dans les dernières éditions du Journal du Centre, et qui n'ont pas été démentis par celles et ceux qui dirigent ce département depuis 1964, je vous le rappelle. Premier exemple. Des 4 départements bourguignons, la Nièvre est le seul département à perdre des habitants, alors que les autres départements bourguignons, eux, en gagnent. En 10 ans, nous avons perdu 5000 habitants. 5000 habitants, alors bien sûr, il y a le vieillissement de la population. On peut penser que ce vieillissement induit des pertes au niveau des personnes âgées. Mais l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure par rapport à mon fils aîné, je suis sûr qu'autour de vous, vous en connaissez une quantité phénoménale de jeunes diplômés qui sont partis exercer leur talent ailleurs. C'est une perte sèche et c'est une perte vitale pour, si je peux m'exprimer ainsi, pour notre département. Deuxième exemple, des 4 départements bourguignons, c'est dans le département de la Nièvre où le taux de chômage
est le plus élevé et là où il progresse le plus vite. Troisième exemple, c'est dans le département de la Nièvre où le taux de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté est le plus important. Alors quand on est nivernais, on aime ce département, on ne peut pas accepter de laisser faire ainsi les choses. Et summum un petit peu de tous ces exemples-là, c'est que celles et ceux qui dirigent ce département, ils disent non, c'est pas de notre faute, c'est pas de notre faute. Si vous lisez un petit peu ce que la presse, ce qu'elle rapporte des différentes réunions du Parti Socialiste de ces dernières semaines, vous voyez qu'il y a un député sortant sur la 2e circonscription qui dit « Tous les malheurs de notre département, c'est de la faute à Sarkozy ». Ben oui. La Nièvre n'existait pas en 2007. La Nièvre s'est créée en 2007 et les difficultés que nous connaissons, on les doit à ces 5 dernières années du mandat de Nicolas Sarkozy. C'est faire preuve d'une mauvaise foi absolue. Et on ne peut pas laisser comme ça. Il nous appartient à chacune et chacun d'entre nous de dénoncer cette mauvaise foi et cette attitude complètement irréelle. Complètement irréelle. Alors, on ne peut pas, je vous le dis, laisser dire des choses comme ça, et il faut s'engager. Car si les difficultés que nous connaissons sont dues en partie au désengagement de l'État, oui, il faut le reconnaître, au cours de ces dernières décennies, les différents gouvernements qui se sont succédés ont voulu décentraliser, et c'est une bonne chose, ont voulu confier de nouvelles missions aux collectivités locales. Malheureusement, à chaque fois, les gouvernements n'ont pas compensé, n'ont pas donné à nos collectivités les moyens de remplir ces missions de façon parfaite. C'est vrai. Mais celles et ceux qui dirigent ce département depuis 1964 ont une lourde part de responsabilité dans les difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, les raisons de mon engagement dans cette campagne électorale. Et je vous le redirai, parce que je pense qu'on se reverra d'ici le mois de juin. Mais n'oubliez pas une chose, regardez bien les débats qui vont s'engager dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Nos adversaires, leur seul jeu sera de dire, d'attaquer le niveau national. Ils ne vont pas vous parler de la Nièvre. Ça ne les intéresse pas. Ils vont vous parler du niveau national simplement pour masquer leurs faiblesses et masquer leurs mauvais résultats. Pendant ce temps-là, on ne parlera pas de la Nièvre. Eh bien moi, je vais vous parler de la Nièvre. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je suis nivernais et demain élu, je veux me battre pour nos territoires. La Nièvre mérite, avec tous les atouts qui sont les siens, mérite de ne plus faire partie des 7 départements les plus pauvres de France. Ce n'est pas encore quelque chose en l'air, ça. Nous faisons partie des 7 départements les plus pauvres de France. C'est bien le fruit, un peu dallé, un peu pourri, de la gestion socialiste. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Nous voyons bien le Conseil général, c'est la réalité absolue. Donc voilà, si vous voulez, très brièvement, quelles sont les raisons de mon engagement. Alors pour mener cette campagne, vous allez me dire en ce moment, les législatives, on n'y pense pas trop parce qu'on est focalisé sur l'élection présidentielle. C'est vrai. Nous sommes le... 18 jours. 18 jours ? Dans 18 jours, à cette heure-là, on devrait à peu près, presque, il n'est pas encore 20 heures, mais on devrait connaître pratiquement les résultats du premier tour. Et c'est vrai que de cette élection présidentielle dépendra grandement le résultat des élections législatives, c'est évident. Donc nous devons d'abord, bien sûr, nous mobiliser pour que Nicolas Sarkozy soit réélu. Moi, je ne m'en cache pas, je soutiens Nicolas Sarkozy. Parce que dans le paysage politique actuel, il a démontré qu'il était le meilleur. Après, on aime ou on n'aime pas l'homme. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il est le meilleur pour faire face aux événements qui nous attendent. Mais, dans la Nièvre, on a dit que le combat était difficile. Et ce n'est pas simplement au lendemain des élections présidentielles qu'il faudra se gratter la tête en disant « bon, comment on fait pour mener une campagne législative ?» Ce n'est pas dans ma façon de faire les choses. Hervé a dit « je suis agriculteur et je sais très bien que si on veut récolter, la moisson on l'a fait au mois de juillet et août, juillet maintenant, il faut avoir semé au mois d'octobre. Autrement, il n'y aura pas de récolte. Donc, une élection législative, ça se prépare, ça se travaille. Un territoire, ça se laboure. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs semaines. Et pour être le plus efficace possible et essayer de coller à la réalité nivernaise, j'ai voulu organiser différentes réunions thématiques. Réunions thématiques auxquelles sont invités celles et ceux qui interviennent dans les domaines que nous explorons à chaque fois. Ce soir, c'est la santé. La semaine prochaine, à Chaluis, à 19h, ça sera une réunion thématique sur la sécurité et la justice.
Le 19 avril, à la Charité, ça sera une réunion thématique sur la vie associative, que ce soit au niveau sportif, culturel ou social. Le 26 avril, on parlera du développement économique. C'est quelque chose de tabou dans le département, mais on en parlera quand même. Et ça sera à Saint-Éloi. Et enfin, on clôturera une date emblématique, le 10 mai, à Cosne-sur-Loire, pour parler d'éducation et de formation. Vous voyez qu'on aime les défis, le 10 mai, parler d'éducation et de formation. Surtout si la présidentielle ne roule pas dans le bon sens, on se prépare une réunion sympa. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on avance de toute façon. Donc voilà, si vous voulez, ces réunions thématiques. Et ce soir, nous sommes réunis pour parler de la santé. Et Dieu sait si les difficultés sur nos territoires ruraux sont importantes au niveau de la santé. Car je vous ai parlé de l'évolution de la démographie tout à l'heure. Mais les difficultés que nous connaissons au niveau démographique, de façon générale, nous les connaissons aussi au niveau de la démographie médicale. Nous sommes sur des territoires ruraux où nous avons des médecins qui vieillissent, je crois qu'ils ne sont pas déjà partis en retraite, et c'est légitime qu'ils partent en retraite, bien entendu, et nous avons du mal à les remplacer. Pourquoi avons-nous du mal? On en débattra ensemble. Mais nous avons du mal tout simplement parce que nous sommes dans une société où on a mis dans la tête des Françaises et des Français qu'on pouvait très bien s'épanouir sans travailler. C'est-à-dire que je provoque un peu là. Mais on est passé aux 35 heures. Certains, dans cette campagne présidentielle, nous parlent des 32 heures. Pourquoi pas 30, 25, 20? Peut-être qu'un jour, on restera à la maison et puis on demandera, parce qu'on y aura droit, à une rémunération sans travailler. Le travail, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est important pour pouvoir se réaliser, bien sûr, au niveau professionnel, mais même humainement, tout simplement. Alors, bien sûr, dans ces moments difficiles, je peux comprendre aussi qu'il y en ait qui aient du mal à trouver du travail, bien entendu. Mais nous sommes sur un secteur, là, quand on parle des médecins de campagne, où il y a une demande forte des territoires, et on ne trouve pas ces jeunes, ces médecins, pour venir travailler sur nos territoires. Mais évidemment, quand on sait qu'il faudra qu'ils fassent 60, 70, peut-être un peu plus, heures par semaine, on n'est pas dans le schéma que l'on veut nous vendre aujourd'hui. Et par conséquent, il ne faut pas s'étonner si à peine 10% des jeunes médecins ne choisissent pas le milieu, le système libéral. C'est quelquefois inconfortable, et inconfortable aussi, entre guillemets, à vendre à sa famille. Comment expliquer à sa famille que, on ne va pas rentrer de bonne heure le soir parce qu'on a un travail à accomplir, alors que les amis de la famille, eux, depuis 18 heures et quelquefois avant, sont rentrés à la maison et ont une vie de famille modèle d'après ce que l'on nous vend aujourd'hui. Voilà une des difficultés. Et puis, il faut bien admettre aussi que nous sommes dans une période de crise grave, où l'argent public est rare, et il a fallu, dans une société qui bouge, qui évolue sans cesse, il a fallu réformer notre système de santé. Alors comme chaque réforme, cela ne fait pas forcément plaisir, mais celles et ceux qui étaient en responsabilité ont fait des choix. Nous pourrons en discuter et revenir sur ces choix. Parce que faire des choix, c'est le job, entre guillemets, des élus. Nous sommes là pour ça. Simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je souhaite être élu député sur cette première circonscription. Mais au soir du 17 juin, une fois élu député, ou le 18 quand je serai à Paris, je n'aurai pas dans mon pactage de jeune député une baguette magique qui me permettra d'un seul coup de régler tous les problèmes de santé sur nos territoires. Et c'est pour ça que j'ai souhaité vous rencontrer ce soir, pour échanger avec vous, pour que vous qui intervenez sur ces secteurs-là, dans ces secteurs-là, vous soyez en capacité de me dire ce qui va, parce que quand on parle de santé, vous êtes capable de poser un diagnostic, mais vous serez aussi capable, je pense, j'en suis même certain, de proposer un traitement, entre guillemets, qui nous permettra de, à défaut de guérir le malade, tout au moins de faire en sorte qu'il aille mieux. Voilà ce que j'attends de cette réunion de ce soir. Alors peut-être pour organiser et lancer un peu les débats, quelques pistes. Est-ce que les maisons médicales sont la solution sur nos territoires ruraux pour faire revenir des médecins généralistes? Faut-il déverrouiller encore un peu plus le numerus clausus? Faut-il revenir sur la liberté d'installation? Vous savez que ça fait partie des débats. Certains, dans cette campagne, disent il faut contraindre. D'autres disent il faut inciter. Je souhaite que nous puissions en parler.
les nouvelles technologies apportent-elles une réponse à la désertification en milieu médical? Comment désengorger les urgences? Bref, comment garantir une équité de soins à celles et ceux qui vivent sur nos territoires? Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Et maintenant, mesdames et messieurs, en vous remerciant de votre attention, je vous demande, je vous prie de bien vouloir prendre la parole et de nous faire part de vos expériences et de vos constats. Voilà, la parole est à vous. Comment vous faire venir des spécialistes, parce qu'il manque de spécialistes dans l'ANIM. Alors, comment faire venir, au-delà des spécialistes, comment faire venir des gens travaillant dans le domaine de la santé sur le territoire? Je crois que c'est d'abord une question d'attractivité. Je crois que voilà quelques années, il manquait un anesthésiste à l'hôpital du Nevers et qu'on avait tenté de recruter quelqu'un et on avait trouvé des gens qui étaient prêts à faire le travail sans aucun problème, mais ces gens avaient une famille et quand le conjoint arrivait à Nevers et faisait le tour de Nevers, c'était un peu plus difficile. Et c'était des choix de vie qui étaient établis à ce moment-là et il y avait reculade parce qu'il y avait possibilité de trouver d'autres territoires pour exercer cette profession dans des conditions de vie plus agréables, ou en tout cas prétendument plus agréables. Ce que je ne comprends pas, c'est que nous sommes, je vous l'ai dit, dans un département qui a beaucoup d'atouts. Le cadre de vie est magnifique. On a de l'espace, on a un prix au mètre carré qui est faible. Donc quand on veut construire une vie, construire une maison, c'est quand même plus facile. Et bien malgré ça, on n'y arrive pas. Mais alors, j'ai une petite explication. On le vit en ce moment au Conseil général. J'étais encore en réunion ce matin. Savez-vous que nous sommes en 2012 et que le Conseil général s'est enfin rendu compte que notre département n'était pas attractif et que, j'ai encore du mal à le dire, ils disent en commission restreinte, je ne suis pas sûr qu'ils le disent en session la semaine prochaine, et que dans notre communication, on n'était pas bon. On n'est pas bon et c'est vrai. Dans tous les outils de communication que nous avons, le mot Nièvre n'est jamais utilisé ou très rarement. Le site du Conseil général, c'est CG58. Il y a une agence de développement dont on va parler mardi en session, c'est Fibre Active. Fibre Active, l'activité peut y en avoir partout, de la fibre aussi. Bon, il n'y a pas Nièvre derrière tout ça. Voilà combien de temps que le groupe d'opposition, bien avant que j'y sois d'ailleurs, bien avant 2008, disait à ceux qui dirigent le département, notre département n'est pas suffisamment connu, notre département n'est pas suffisamment irrigué en termes de voies de communication. Parce que quand on veut faire connaître un territoire, il faut qu'il y ait des voies de communication, il faut que les gens aient l'habitude d'y passer, et quand ils y passent, il faut essayer de les capter. Bon, bref, on a un grand défaut au niveau de l'attractivité. Et je crois qu'il faut, au même titre qu'au niveau économique, pour démarcher des entrepreneurs, il faut essayer de créer une agence, enfin c'est pas qu'il faut essayer, il faut créer une agence, qui sera chargée d'accueillir, d'accompagner celles et ceux qui sont à la recherche d'une installation dans un domaine de la santé ou dans un autre domaine, et qu'on leur propose un paquet clé en main. C'est-à-dire qu'on les prenne en charge, qu'on leur dise, bon voilà, là vous allez trouver tel job à faire. On va vous trouver une maison qui correspond à peu près à ce que vous recherchez. On va trouver, et on va vous dire où il y a les écoles pour vos enfants et comment on peut s'y rendre, etc. Ce sont des choses qui existent sur notre éducation. Il faut le faire chez nous. On arrête de le faire depuis longtemps, ce n'est pas fait. Donc, agence d'accueil et d'accompagnement. Vous allez dire, je vais prendre une formule, le triple A dont on a beaucoup parlé voilà, il y a quelques temps, on pourrait peut-être l'appliquer pour l'attractivité de nos territoires. Ça serait pas idiot. Ça serait 4 A. On peut être utile. Oui, bien sûr. Votre question, c'est que je pense que l'attractivité du département, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il y a des groupes privés qui ont des chasseurs de tête, enfin, comme dans l'industrie, et on a réussi à Nevers, en parlant de spécialistes, à faire venir une spécialiste neurologue depuis peu de temps, depuis 3 mois, puisqu'il y avait un gros problème sur Nevers au niveau du neurologue. On avait 2 neurologues avant, une n'était pas
l'hôpital pour les examens neurologiques. Ce qui prouve bien qu'en fait, on peut trouver des spécialistes en limitant et dans l'industrie, il faut des chasseurs de tête. S'il vous plaît, on entend très mal. Ah, excusez-moi. Il serait peut-être... Pardon? Oui. Se mettre debout. Pour compléter ce que vient de dire Philippe Cordier, je ne sais pas si vous comprenez Philippe Cordier, conseiller municipal à Nevers, pour compléter, oui, il faudrait aussi peut-être essayer de repérer les jeunes nivernais qui partent étudier en médecine. Savoir où ils vont. Et puis essayer de maintenir un contact avec eux. Peut-être que dans leur formation aussi, les inciter à revenir exercer ou travailler, se former un peu dans la Nièvre, de sorte à les sensibiliser, et puis leur montrer aussi que c'est pas parce qu'ils sont partis qu'on n'a plus rien à faire d'eux. Au contraire, ils sont l'avenir de nos territoires, et on est fiers d'abord qu'ils puissent suivre des études comme celle-ci, et puis on aimerait bien que leur savoir ils puissent nous en faire profiter. C'est peut-être quelque chose aussi qu'il faut poser, mais l'idéal, peut-être que Daniel pourra en parler bien mieux que moi, il y a eu un projet ancien qui revient sur le devant de la scène, et c'est tant mieux, de la première année de médecine à Nevers, qui pour des raisons politiques, mais de mauvaise politique, a été mis à l'eau. Là, a priori, on serait revenu à de meilleures intentions. Une première année de médecine à Nevers serait un premier pas vers l'attractivité de nos territoires au niveau des étudiants. Et parce que, ce que je disais tout à l'heure, les jeunes, quand ils sont partis de nos territoires, eh bien, c'est très difficile de les faire revenir. Vraiment très difficile. Tu veux peut-être rajouter un mot, Daniel? Oui, d'abord, je te remercie d'avoir choisi ce sujet de la santé pour ta première réunion thématique, parce que le problème de la santé dans la Nièvre est un problème essentiel avec la désertification médicale. Le fait qu'on soit un des départements en France avec le taux de médecins libéraux le plus faible de France. C'est là, effectivement, où la question est très bonne, parce qu'on peut se poser cette question, pourquoi dans la Nièvre, il est tellement difficile de faire venir des médecins par rapport à d'autres départements, notamment en Bourgogne. Ça, c'est la question essentielle qu'il faut se poser. Pourquoi les jeunes médecins ne viennent pas s'installer dans la Nièvre? Pourquoi les jeunes nivernais, comme tu l'as dit, ne reviennent pas, après avoir fait leurs études de médecine, pratiquer dans la Nièvre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, et c'est là que je dénonce cette espèce de fatalisme coupable des responsables politiques du département qui n'ont rien fait jusqu'à présent. Il faut le dire, rien fait, contrairement à d'autres départements, comme l'Allier notamment, qui s'est démené pour faire venir des médecins, en créant ce qu'on appelle l'Allier Accueil, qui, comme tu l'as bien dit, va chercher dans les facultés les jeunes médecins pour leur offrir un package d'installation à la fois pour eux, pour leurs conjoints ou leurs conjointes, avec un site très attractif pour montrer que dans l'Allier, eh bien, ma foi, quand on est médecin, on peut être heureux. Mais c'est ça qu'il faut faire aussi dans la Nièvre. Il faut regarder où ça marche et faire comme dans les autres départements où ça marche bien. Donc effectivement, ce n'est pas une question de